Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Versailles, opulence, richesse, intrigue, musique baroque, jardin à la française, tant de mots, tant d'expressions, tant de mots-clés qui nous font rêver à l'Ancien Régime et à l'Ancien Régime de Louis XIV. La France, à l'époque, est puissante et riche, du moins elle donne cette impression. Le roi Soleil, on le pense à la fois donc comme un homme qui a tout centralisé autour de sa personne, mais également comme l'inventeur de l'institutionnalisation, voire de la bureaucratie française. Et puis on oublie un peu ses batailles, ses voyages, ses exploits et ses aventures militaires. L'historien Peter Burke pourtant démontre dans son ouvrage Les stratégies de la gloire que cette glorification du roi est à la fois une caractéristique du règne et un vaste sujet d'étude. Il dit qu'en 1669, le roi est dans la période de l'affirmation de soi, mais à partir de la mort de Louvois en 1691, on est face au coucher du soleil. Louis XIV a passé environ 33 années de son règne qui était long certes, mais 33 années en guerre. La dernière guerre est pas la plus connue, c'est la guerre de succession d'Espagne qui s'étend de 1701 à 1714. Pour Clément Houry, elle est une catastrophe et signe la fin du grand siècle. Bonjour Clément Houry. Bonjour. Vous êtes chartiste, docteur en histoire et vous venez de publier La guerre de succession d'Espagne et le sous-titre est La fin tragique du grand siècle aux éditions Talendier et votre ouvrage est sorti en mars 2020. Cet ouvrage, c'est une synthèse de votre thèse. Une première question, qu'on pose à un historien pour savoir un petit peu comment il a travaillé. Est-ce qu'on peut dire que votre ouvrage est une synthèse d'histoire militaire à proprement parler? Tout à fait, c'est une synthèse dans la mesure où c'est un conflit long et extrêmement vaste puisqu'il s'étend à l'échelle du globe, du Brésil au Spitzberg. Même s'il paraît un peu gros comme ça, en fait, on ne peut pas tout dire sur un conflit aussi vaste. Donc évidemment, il faut faire un certain nombre de choix. C'est une synthèse aussi parce que de mon côté, j'ai travaillé, ma thèse portait sur quelque chose de beaucoup plus limité. C'était les défaites françaises de la guerre de succession d'Espagne, donc les 4 grandes catastrophes militaires qui ont émaillé ce conflit de 1704 à 1708 et qui ont failli faire perdre au royaume toutes les conquêtes réalisées sous le règne de Louis XIV. Ma thèse portait donc sur les défaites, mais il me semblait utile d'avoir une approche plus synthétique et d'étudier l'ensemble du conflit pour voir ses origines, bien entendu, la période des défaites, mais aussi la période de résilience du royaume et enfin évidemment, la façon dont la paix d'Utrecht permet de rétablir un peu la situation française. C'est une synthèse, enfin, dans la mesure où il y a eu, à l'occasion notamment des 300 ans de la paix d'Utrecht, énormément de travaux d'historiens de la diplomatie sur ces questions qui m'ont permis de les synthétiser parce que moi-même, effectivement, mon orientation première était plutôt... alors, je parle pas d'histoire militaire, je préfère parler d'histoire de la guerre, dans la mesure où l'approche est plus large. Il ne s'agit pas seulement d'étudier la dimension stratégique et tactique, même si c'est bien sûr quelque chose qui m'intéresse, mais aussi la façon dont la guerre est perçue par les soldats, par les populations locales, et quelles sont les conséquences de cette guerre. Donc on essaie d'avoir une vision un peu plus large. Vous dites que l'histoire... Je reprends vos mots, l'histoire de la guerre, et plus précisément d'ailleurs l'histoire de la guerre de succession d'Espagne est délaissée par les historiens. Alors pourquoi? Alors, c'est vrai que on trouve parfois qu'on parle trop de
on dénigre souvent cette histoire vue comme traditionnelle, l'histoire des campagnes et des batailles. En réalité, effectivement, si au XIXe siècle il y a eu un grand intérêt pour la gloire Louis XIVienne, dans une perspective où évidemment, dans une perspective de montée des nationalismes, où on préparait la revanche contre ces différents adversaires européens, à partir de la guerre de 14 et de l'école des Annales, pour des raisons notamment de traumatisme personnel des historiens qui avaient participé à ce conflit, on s'est désintéressé de cette histoire qu'on a accusé d'avoir incité des millions de Français, de même que des millions d'Allemands ou des millions d'Européens, à s'entretuer les uns les autres. Effectivement, si on considère ce qu'était l'état de l'histoire militaire de l'époque, il y avait des qualités d'érudition, mais il y avait aussi des biais nationalistes extrêmement forts. Donc pendant longtemps, il y a eu très peu d'histoire militaire. Il y a eu une sorte de chape de plomb, en tout cas dans l'université, sur ces questions-là. Et c'est pas avant les années 90 et même la fin des années 90 qu'on a commencé à redécouvrir ces aspects-là et de se dire qu'en réalité, on pouvait faire autre chose que l'histoire cocardière qu'on avait pu voir. Et c'était l'occasion justement de redécouvrir un peu ces conflits, parce que quand on étudie un conflit, surtout quand on étudie un conflit qui, dans l'ensemble, apporte un certain nombre de défaites, ça permet d'apporter un contrepoint assez intéressant à l'image traditionnelle qu'on peut avoir de Louis XIV. C'est peut-être justement pour ça qu'on ne connaît pas très bien la guerre de succession d'Espagne. Ce qu'on connaît de Louis XIV, dans son aspect roi guerrier, c'est la période des conquêtes, la période d'agressivité française, les grands sièges, l'image du roi devant Maastricht, par exemple, alors que la guerre de succession d'Espagne, c'est une période de recul. C'est une guerre que Louis XIV n'a pas voulu, même si il a fait des maladresses qui ont pu la provoquer, il ne l'a vraiment pas voulu. Et c'est une guerre où le roi se montre en réalité plus humain et beaucoup plus soucieux du bien de ses sujets, quand vraiment tous, enfin au pire du pire, dans les années 1709-1710, il se dit même prêt à abandonner sa gloire pour apporter la paix à ses peuples. Alors, s'il semble que les historiens français n'ont pas tenu en particulier à écrire l'histoire de cette guerre, peut-être que dans les autres pays européens, on s'y est intéressé. Bien entendu, parce qu'évidemment, si ça s'est mal passé du côté français, ça veut dire que du côté des adversaires de la France, ça s'est mieux passé. Vraiment, le pays où l'historiographie est la plus active sur ce sujet, et qui, en général, d'ailleurs, a une historiographie très active dans le domaine de l'histoire de la guerre, c'est le Royaume-Uni. Pour le Royaume-Uni, ce conflit est absolument fondamental. Avant la guerre de succession d'Espagne, c'était le Royaume-Uni. Enfin, le Royaume-Uni n'existait pas. D'abord, c'était l'Angleterre. Enfin, il y avait un roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, et cet État était une puissance secondaire en Europe, et même au milieu du XVIIe siècle, une puissance satellite. À partir de la Glorieuse Révolution en 1688, et surtout avec les victoires militaires de la guerre de succession d'Espagne, l'Angleterre acquiert une prépondérance maritime. D'autre part, elle a une stabilité et une puissance financière qui lui permet de financer un grand nombre d'armées européennes, et donc de faire pièce à la puissance française. Et à Utrecht, le Royaume-Uni, parce que entre-temps, les couronnes d'Angleterre et d'Écosse se sont unies. Donc le Royaume-Uni devient véritablement l'arbitre de l'Europe. C'est donc évidemment pour ça que pour eux, c'est une période tout à fait fondamentale. Vous êtes donc appuyé sur des historiens britanniques, parce qu'en France, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait quand même quelques ouvrages de référence ? Alors, en France, il y a eu un travail tout à fait remarquable d'édition de sources, de lettres notamment, de généraux et d'intendants, qui a été mené au XIXe siècle. Mais
voilà, c'est essentiellement là-dessus qu'on peut s'appuyer, du moins jusqu'à une date récente. Après, comme je l'ai dit, dans les années 90, l'histoire universitaire de la guerre s'est réveillée, et dans les années 2000 et 2010, il y a eu un grand nombre d'historiens qui ont travaillé sur ces sujets. Donc, on peut citer, alors sur l'analyse de la bataille, c'est mon directeur de thèse, Olivier Chaline, qui a été pionnier. Lui-même a travaillé plutôt sur le début du XVIIe siècle. On peut aussi citer Hervé de Rivillon, à Paris 1, qui a travaillé sur le corps des officiers français pendant la guerre de succession d'Espagne. Et voilà, je ne veux pas citer il y a eu toute une génération d'historiens qui ont beaucoup travaillé au service historique de la défense à Vincennes, qui ont renouvelé profondément la connaissance de cette période. Et évidemment, je me suis appuyé, bien entendu, sur leurs travaux, même si j'espère que j'ai apporté quelques éléments inédits. Alors, avant que la guerre se déclenche en Europe, quel est l'état de cette Europe Louis XIVienne, on a l'impression totalement influencée par Versailles? Qui sont les grandes puissances? Alors, les grandes puissances, les grands belligérants, alors c'est d'abord la France, évidemment. La France, c'est l'État le plus peuplé d'Europe. Il a l'armée la plus imposante. Et pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, il a réussi à faire face à peu près seul à presque tous les autres États d'Europe occidentale réunis. Mais on voit justement avec la guerre de la Ligue d'Augsbourg que la France n'a plus les moyens de supporter une guerre. Et Louis XIV accepte un certain nombre de compromis à l'issue de cette guerre parce qu'il veut à tout prix éviter une nouvelle guerre. L'autre État, un autre État important, même s'il n'est plus une puissance, mais il est l'objet du conflit, c'est l'Espagne. L'Espagne, c'était le géant militaire du XVIe siècle, et le XVIIe siècle est une période globalement de déclin, même si on a voulu relativiser ce déclin. L'Espagne, à la fin du XVIIe siècle, n'est plus capable de se défendre elle-même. Donc c'est à la fois un État qui est très affaibli militairement et politiquement, mais qui est tout à fait gigantesque. Alors évidemment, il y a l'Espagne même dans les péninsules ibériques, mais il y a toute l'Italie du Sud et la Lombardie, ce qu'on appelle les Pays-Bas espagnols, ce qui en gros correspond à la Belgique, et un gigantesque empire au-delà des mers, du Mexique au Chili, qui comprend aussi les Philippines, et où il y a encore, qui fournit encore des flottes d'argent. Donc cet État-là est une proie intéressante, même si il n'a plus les moyens de peser militairement. Évidemment, du côté adverse, il y a ce qu'on appelle les puissances maritimes. Donc, pourquoi puissance maritime? Parce que ce sont deux petits États qui se caractérisent par leur puissance navale et leur puissance commerciale. Les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas, ce qu'on appelle actuellement les Pays-Bas ou la Hollande, et l'Angleterre, qui deviendra donc, comme j'ai dit, le Royaume-Uni. Dernier grand belligérant, l'Empire, enfin plutôt les États de l'empereur. Alors c'est toujours très difficile, on ne sait jamais comment l'appeler ça. On ne peut pas. Quelques décennies plus tard, on appellera ça l'Autriche, parce que en gros, ce sont les États héréditaires de la maison d'Autriche qui regroupent l'actuelle Autriche, l'actuelle République tchèque, le Royaume de Hongrie, et le souverain de ces États-là est en même temps empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc la France est une véritable puissance militaire qui rayonne en Europe. Le roi, à cette époque-là, il est âgé, il est à la fin de son règne. Alors, qu'est-ce qui va déclencher cette guerre? On a l'impression que personne n'en a vraiment envie et vraiment besoin. En fait, ce qui déclenche cette guerre, c'est un renversement diplomatique complet que personne n'attendait. Comme son nom l'indique assez bien, la guerre de succession d'Espagne, d'abord et avant tout, est déclenchée par la question de la succession au trône d'Espagne. En 1700, le roi d'Espagne, c'est Charles II. C'est un roi qui a toujours été d'une santé extrêmement fragile.
il n'a jamais réussi à avoir de descendance et il meurt, ce que bon, ça ne surprend personne. Il meurt relativement jeune, ce qui était, enfin en tout cas avant d'avoir atteint un âge avancé, ce qui était à peu près attendu par toutes les puissances européennes. Le problème, c'est que comme il n'a pas de descendance, il faut lui trouver un héritier. Les prétendants les plus légitimes sont soit le roi de France et ses propres enfants, soit l'empereur et ses propres enfants. Le problème, c'est que si vous réunissez l'Espagne et la France ou l'Espagne et l'Empire, vous recréez un espace militaire d'une puissance telle que personne n'en veut. Donc tout le monde commence à discuter. Alors c'est pas très aimable hein, dans les différentes cours européennes. On se partage l'Empire espagnol en attendant la mort du roi qu'on attend pendant des années, et puis qui finalement arrive en 1700, et on imagine que on arrivera en découpant des petits morceaux de cet empire d'Espagne, à atteindre une solution équilibrée. Et le renversement diplomatique que personne n'attendait, c'est que le roi d'Espagne décide de choisir comme héritier un membre de la famille de Bourbon, alors que l'Espagne et la France ont été en guerre pendant un siècle, si ce n'est deux. Pourquoi il fait ça, le roi d'Espagne? C'est parce que lui, il n'a pas du tout envie que son empire espagnol soit découpé de cette façon, et il se dit que la France sera la seule à pouvoir défendre l'unité de cet empire. Alors évidemment, il ne veut pas que le roi de France devienne roi d'Espagne, mais il propose que un fils cadet, un descendant cadet du roi de France, en l'occurrence c'est le second petit-fils du roi de France, le duc d'Anjou, devienne roi d'Espagne. Mais bon, évidemment, les autres puissances se sentent lésées. Eux, ils imaginaient qu'il y aurait une partition. Ils ont peur que la France s'appuie sur ce lien de famille pour augmenter sa puissance, et c'est ça qui déclenche le conflit. En fait, Charles II a été tellement bien convaincu de la puissance militaire de la France que ce choix pour la suite de la dynastie, c'est un choix pour préserver l'unité du royaume. Tout à fait. C'est un des... Quelque part, cette décision de Charles II, qui à titre personnel n'aimait pas du tout les Français, il les avait combattus pendant des décennies, montre que à ce moment-là, on considère que la France est la première puissance d'Europe et donc la seule qui saura défendre cet héritage espagnol contre ses voisins. Louis XIV, en réalité, lui, n'en est pas si sûr, et justement la suite lui donnera raison. Mais bon, le problème de Louis XIV, c'est que il a déjà signé avec les Anglais et les Hollandais un traité de partition qui assurerait à la France un certain nombre de gains en échange de la dévolution de cette couronne espagnole à un Habsbourg, donc un membre de la famille impériale. Et c'était intéressant pour les frontières françaises. D'un autre côté, est-ce qu'il peut vraiment refuser la décision du roi d'Espagne, parce que Louis XIV, il non croit au droit divin, croit à la légitimité de ses enfants à devenir roi d'Espagne, est-ce qu'il peut vraiment renoncer à ça? Donc il sait que dans tous les cas, il craint une guerre, donc il préfère suivre l'opportunité qui lui est offerte de s'allier de façon durable avec l'Espagne, et au risque de mécontenter les Anglais et les Hollandais, et avec la certitude de toute façon de mécontenter les Habsbourg de la maison d'Autriche. Donc les puissances s'engagent dans la guerre en espérant finalement que le successeur de Charles II ne soit pas un Français, donc en allant contre le testament d'un roi. Comment c'est envisageable à une époque où on respecte quand même la parole et puis toute cette histoire du droit divin que vous avez évoquée? Alors, d'abord c'est très progressif. Au début, les Anglais et les Hollandais reconnaissent le duc d'Anjou, donc Philippe V désormais, comme roi d'Espagne. Après tout, ses prétentions à la couronne sont tout à fait légitimes, et il est choisi par Charles II de façon très claire. Mais ça les dérange, bien entendu, et commence à négocier un certain nombre il commence à demander un certain nombre de compensations. Le problème, c'est que Louis XIV
en acceptant que son petit-fils devienne roi d'Espagne, accepte de maintenir, parce que la promesse, c'est qu'il va maintenir cet héritage espagnol, et donc il ne peut pas accepter ces compensations. Il faut voir aussi, et donc c'est progressivement que les Anglais et les Hollandais vont d'abord entrer en guerre en demandant d'abord des compensations, donc des compensations pour les Habsbourg, et ensuite, ce n'est qu'à partir de 1703 qu'ils vont demander à ce que ce soit le prétendant Habsbourg à la couronne d'Espagne qui devienne roi d'Espagne. Par ailleurs, il faut imaginer que du côté... bon, d'abord, la Hollande est une république, donc la question de la monarchie de droit divin ne les travaille pas trop. Et en Angleterre, il y a eu la Glorieuse Révolution, où Guillaume d'Orange a chassé son beau-père, le roi légitime d'Angleterre, avec le soutien d'une bonne partie de l'aristocratie anglaise, au titre que Jacques II, donc le roi d'Angleterre de l'époque, était le souverain catholique d'un royaume protestant. Voilà, dès 1688, et Louis XIV, au traité de Ryswick, a dû accepter de reconnaître Guillaume d'Orange, donc désormais Guillaume III, comme roi d'Angleterre. Donc ça a été très difficile. Louis XIV a déjà lui aussi dû revenir, alors bien malgré lui, sur cet objectif, ces principes de droit divin. Donc en fait, cette guerre de succession d'Espagne, elle accompagne des changements politiques intérieurs très forts de toutes ces grandes puissances que vous évoquez. Tout à fait. D'abord, c'est le conflit, comme je l'ai dit, qui assure le succès de cette glorieuse révolution. Donc, le Guillaume d'Orange devient roi d'Angleterre entre 1688 et 1689, mais son règne est un peu fragile parce que il a chassé son beau-père, et il y a encore en France un fils légitime direct de ce beau-père qui a, si on suit les règles naturelles de dévolution de la couronne, des prétentions beaucoup plus légitimes que lui à la couronne. Donc la question de la succession est compliquée. Alors, en l'occurrence, Guillaume d'Orange, enfin Guillaume III, meurt avant même le déclenchement de la guerre de succession d'Espagne, même s'il a précipité son avènement, et c'est une fille de Jacques II, la reine Anne, qui devient reine, mais elle-même aussi, et devrait, si on suivait ces règles habituelles de la couronne d'Angleterre, elle devrait céder la couronne à son frère. Donc son règne à elle-même est un peu problématique. D'autre part, c'est vraiment la Glorieuse Révolution considère que le Parlement d'Angleterre doit être respecté dans un certain nombre de décisions royales. Donc pour les Anglais, la guerre de succession d'Espagne est une guerre véritablement contre l'image qu'ils ont de l'absolutisme Louis XIVien. Donc on peut dire finalement que Louis XIV a très bien réussi sa propagande et a donné l'image royale qu'il voulait avoir en fait, l'idée d'un roi très puissant autour duquel toute la cour tourne. Et ces armées européennes, elles s'organisent comment à l'époque, et notamment l'armée française, comment est-ce qu'elle est constituée? Alors en fait, toutes les armées européennes sont constituées de la même façon. Ce qui est assez surprenant, c'est l'uniformité totale, que ce soit en recrutement, en équipement, en gestion logistique, en règles d'emploi de toutes ces armées européennes. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs on peut combiner des armées sans la moindre difficulté. L'armée française, du côté français, l'armée française représente toujours le gros des troupes, mais on peut y adjoindre des troupes espagnoles, recrutées en Italie, des troupes bavaroises. Et alors du côté de la Grande Alliance, c'est un véritable patchwork de troupes anglaises, hollandaises, allemandes payées par les Anglais, allemandes payées par les Hollandais, allemandes payées par l'Empire lui-même, et des forces impériales. Et pourtant, ces troupes-là, comme elles sont tout à fait homogènes, arrivent parfaitement à collaborer et coopérer ensemble. Essentiellement, alors les grandes armées à l'époque peuvent réunir jusqu'à 100 000 hommes. C'est en fait véritablement un sommet,
et il faut atteindre, en tout cas d'un point de vue opérationnel, des batailles qui voient 100 000 hommes s'affronter de part et d'autre. Il faut attendre vraiment l'Empire, même pas la Révolution, l'Empire, pour avoir des effectifs aussi importants. Donc le cœur de l'armée, c'est l'infanterie. La grande révolution des décennies précédentes, ça a été l'utilisation de la baïonnette de façon presque systématique. Avant, en gros, les armées étaient divisées en piquiers et en mousquetaires. Les piquiers protégeant, avec leurs longues piques de plus de 5 mètres, les mousquetaires contre la cavalerie. À partir du moment où chaque mousquetaire, en plus équipé de fusils qui tirent plus rapidement, chaque mousquetaire devient aussi un piquier grâce à la baïonnette, on a une sorte de soldat unique au niveau de l'infanterie qui est mieux capable de se défendre contre la cavalerie. Et évidemment, là, on garde quand même la dichotomie entre les fantassins qui représentent le gros de l'armée et d'un autre côté la cavalerie qui en même temps est à la fois l'élément mobile, la puissance de choc qui peut faire la différence encore. L'infanterie n'est pas devenue à cette époque la reine des batailles, et évidemment qui va servir lors des reconnaissances ou lors des retraites pour entraîner le gros des pertes. Quels sont les grands champs de bataille sur lesquels ont été menées cette guerre de succession d'Espagne? Alors c'est toute l'Europe qui est concernée, et plus on avance, évidemment, plus ça se rapproche de la France, au grand malheur de Louis XIV et de son royaume. Alors les premiers champs de bataille, c'est en Italie. La guerre commence en Italie avant même la déclaration de guerre parce que l'empereur considère que le Milanais dépend de lui, dépend directement de l'empereur et ne dépend pas de la couronne d'Espagne, et donc il envoie le prince Eugène, le meilleur de ses généraux, pour combattre les Français. Donc on se bat au début principalement en Lombardie. Et après, quand la Savoie va rejoindre le côté des Alliés, on va se battre aussi beaucoup du côté du Piémont. Notamment, il y aura un très grand siège à Turin qui est encore commémoré dans cette ville en 1706. Il y a une bataille qui va libérer Turin des armées françaises. La bataille, quelque part, qui a laissé l'image la plus importante est en Bavière. C'est la bataille de Blenheim en 1704. Donc c'est la grande victoire alliée qui arrête d'un seul coup 60 ans de domination militaire française. Et ensuite, on se rapproche. Alors, il y a la bataille de Ramillies, dans l'actuelle Belgique, puis Audenarde, à l'issue de laquelle on va perdre l'île. Et à partir de 1708, donc vraiment, on se rapproche. Les frontières de la France sont envahies. Il va y avoir Malplaquet, et enfin Denain en 1712, qui est le coup d'arrêt de l'invasion alliée, et qui va permettre d'obtenir une paix de compromis. Denain, la ville de Denain, encore une statue de Villars et une mémoire locale qui est conservée. Et enfin, il y a aussi évidemment beaucoup de conflits dans la péninsule ibérique elle-même, puisque c'est bien entendu l'objet principal du conflit. Est-ce qu'on espère la bataille décisive, si on peut s'exprimer ainsi, celle qui va faire tout basculer? C'est vrai que c'est un... alors la bataille, c'est vrai que c'est un élément symbolique extrêmement fort. Toute bataille est considérée comme un jugement de Dieu. Parce que évidemment, il y a un cérémoniel très impressionnant de la bataille. En fait, la bataille n'est jamais fortuite à l'époque. Si on considère la lenteur à se déplacer des armées, pour que on veut qu'il y ait plusieurs dizaines de milliers d'hommes, jusqu'à 90 ou 100 000, qui se retrouvent au même endroit, au même moment, presque comme avec le cérémonial presque artificiel du duel, évidemment, il faut qu'il y ait une envie des deux parties d'en découdre. Donc, voilà, il y a à un moment l'idée que une campagne s'éternise et on va la résoudre
par la bataille. Et s'il y a bataille, c'est que chaque parti pense qu'il peut l'emporter. Alors évidemment, si un des deux camps refuse la bataille, il va accepter de perdre une ville, de perdre une partie du territoire, mais on est rarement ou quasiment jamais forcé à la bataille. Et c'est vrai que du côté du duc de Marlborough, par exemple, qui est le grand général anglais de l'époque, et peut-être, même si je prêche un peu pour ma paroisse, enfin sans doute, ça c'est ma conviction personnelle, le plus grand général de l'histoire britannique. Enfin, je suis pas le seul à le penser. Hein. Il y a cette idée que par la bataille, on va arriver à progresser. Les Français sont plus réticents, plus réservés, mais tout simplement parce que les Français sont dans une situation défensive. Et il est évident que quand vous êtes dans une situation défensive, il vaut mieux que les choses traînent en longueur. La bataille est évidemment plus risquée, mais en même temps, c'est celle qui va faire se dérouler plus vite les opérations. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, à la fin du conflit, quand les Alliés pensent que la France va s'épuiser d'elle-même financièrement, c'est plutôt du côté français qu'on veut la bataille, parce qu'on pense que perdu pour perdu, au moins tentons un dernier baroud d'honneur, et justement c'est ce qui se passe à Denain qui permet littéralement de sauver le royaume. Louis XIV, il est à cheval devant ses troupes ou il commande ses armées dans son cabinet à Versailles? Alors Louis XIV, c'est son grand regret, son immense frustration, n'a jamais commandé de bataille. Louis XIV a commandé des grands sièges. Donc Louis XIV a une expérience de la guerre qui est tout à fait considérable, mais c'est pas forcément sa volonté. Mais quand il est à l'armée, aucun général n'a voulu prendre le risque d'exposer le roi. Alors d'une part, d'exposer sa vie. Enfin, on a vu des rois prisonniers comme François Ier à Pavie ou tués lors d'une bataille, comme Gustave Adolphe, le roi de Suède, pendant la guerre de 30 ans. Donc c'est toujours dangereux d'exposer un roi aussi important à la bataille. Et quand il a eu une occasion de faire une véritable bataille, lui était favorable, mais ses généraux l'en ont empêché parce qu'il voulait pas prendre le risque d'exposer le roi, soit à la évidemment à des dangers personnels, mais ne serait-ce qu'à l'humiliation de la défaite, personne ne voulait tenter ça. Donc Louis XIV n'a pas fait de bataille personnellement. C'est en revanche, et puis bon, il est trop vieux évidemment pendant la guerre de succession d'Espagne. En revanche, il est important pour lui que ses petits-enfants démontrent leur valeur militaire. Un roi, à l'époque, est un roi de guerre, et donc il doit prouver qu'il fait preuve de courage sur les champs de bataille. Alors, en fait, il a dans ses petits-enfants un roi dont la valeur militaire est tout à fait... enfin, en tout cas, en termes de bravoure, pas forcément en termes de compétences stratégiques, mais en termes de bravoure, sa compétence enfin, sa valeur est reconnue, c'est Philippe V, donc son deuxième petit-fils. Lui, évidemment, pour lui, c'est très important de montrer qu'il n'a pas peur de la guerre parce que il doit se faire accepter de son nouveau peuple. Donc il combat en personne à Luzzara et il est présent aussi à la bataille de Villa Viciosa qui est en 1710 la bataille qui sauve son royaume. Louis XIV, on voit aussi son premier petit-fils, le duc de Bourgogne, à la bataille d'Audenarde, justement pour prouver que le futur roi de France, alors d'abord pour lui donner une expérience militaire et pour prouver que le futur roi de France est un roi guerrier. Là, ça se passe beaucoup plus mal. D'abord parce que le duc de Bourgogne a pas une passion pour les choses de la guerre, même s'il est pas fort. Bon, on l'a accusé d'avoir manqué de bravoure, c'est pas forcément ça, mais par contre, la guerre ne l'intéresse pas, c'est un roi plutôt doux et pacifique. Et il s'entend très mal avec le général en chef, ce qui fait que la bataille est une défaite retentissante, et ensuite Louis XIV n'en verra plus son petit-fils au combat. Quels sont les grands chefs qui conseillent le roi, qui le guident et puis qui mènent les armées au combat? Alors c'est pas forcément les mêmes au niveau français. On a beaucoup parlé de stratégie de cabinet, terme qu'on utilise encore, même si on l'utilise avec beaucoup plus de modération. En fait, Louis XIV d'abord a une
grande expérience militaire. Comme vous l'avez dit vous-même, il a connu beaucoup de conflits quand on démarre la guerre de succession d'Espagne, et surtout les conflits se passent tout le temps au même endroit. En pratique, de toute façon, du Moyen Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, là où on se bat quand on est français, c'est dans l'actuelle Belgique. Donc, ce sont des terrains qu'il connaît lui-même très bien parce qu'il y a fait de grands sièges. Et donc, en fait, il y a plusieurs temps dans la préparation et le déroulement des opérations. D'abord, il y a pendant la période hivernale, où évidemment on ne se bat pas parce qu'il y a pas, il fait trop froid et surtout on ne peut pas nourrir les chevaux. Donc si vous ne pouvez pas nourrir les chevaux, vous ne pouvez pas déplacer les armées. Donc les opérations réelles ne commencent pas avant avril ou mai. Donc pendant la période hivernale, on décide quel va être l'axe stratégique principal. Donc on va décider si on attaque plutôt en Italie pendant qu'on est sur la défensive dans les Flandres ou sur le Rhin, par exemple. Et du coup, évidemment, là où on décide on va envoyer le plus de troupes aux endroits où on décide de lancer les opérations les plus ambitieuses. Donc, cette partie-là dépend véritablement du roi. Il est conseillé par son secrétaire d'État de la guerre, et aussi par un personnage qui s'appelle Chanlay, qui est son conseiller stratégique, qui lui donne qui connaît très bien justement tous ces champs de bataille, et qui le conseille sur la marche à suivre. Alors cet aspect de direction de la guerre depuis Versailles continue évidemment pendant le conflit. Mais en réalité, on laisse une certaine latitude aux généraux d'armée. Alors évidemment, cette latitude dépend. Quand le général d'armée doit faire un siège ou qu'il est dans un terrain que le roi connaît très bien, comme la Belgique actuelle, là évidemment le roi donne plus de conseils. Mais quand le général d'armée est au fin fond de la Bavière, où les communications passent très mal, il a une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Et hormis Chanlay, qui sont les autres grands acteurs. Chanlay n'est pas à proprement parler un général, c'est vraiment son conseiller stratégique. Les grands généraux... Alors malheureusement, alors on peut parler de grands généraux au sens où ils ont des responsabilités importantes, mais au début du conflit, ce sont pas de grands stratèges. Le général le plus important, qui a la plus grande expérience, c'est le maréchal de Villeroy, qui est un ami d'enfance de Louis XIV et qui est une catastrophe absolue. Il arrive à être personnellement responsable d'un certain nombre de défaites. Avant que, après sa défaite catastrophique de Ramillies, le roi finisse par s'en débarrasser, malgré toute l'amitié qu'il a pour lui. Donc, bon, il y a un certain nombre il y a un autre général qui fait un certain nombre de catastrophes et qui est notamment au siège de Turin et qui est placé là parce qu'il est le gendre du secrétaire d'État de la guerre. Donc voilà, par rapport aux Alliés, on peut pas dire que le corps des maréchaux français soit le plus brillant. Et non, ça explique quand même si évidemment il faut pas trop personnaliser les batailles, ça explique quand même un certain nombre de défaites. Après, du côté français, il y a quand même des généraux plus compétents. Mais ils sont pas sans faille. Il y a le maréchal de Berwick, par exemple, qui est en Italie, qui est un général compétent, mais souvent très prudent. Il y a le duc de Vendôme, un descendant par bâtardise d'Henri IV. Alors lui, qui est une personnalité haute en couleur, à la fois très brave, mais qui a des accès de compétence et d'audace, mais aussi de paresse et très brouillon et qui s'entend très mal avec ses subordonnés. Donc il est à la fois responsable de la défaite catastrophique d'Audenarde et de la brillante victoire de Villaviciosa en Espagne. Et enfin, sans doute le meilleur général français, c'est le maréchal de Villars, qui a un taux de victoire tout au long du conflit tout à fait raisonnable. Tout à fait à sa gloire, même s'il n'a pas encore c'est mon opinion personnelle, mais il ne réalise pas des choses aussi étonnantes que ce que font du côté allié Marlborough ou Eugène, mais en tout cas c'est
général très solide, très pragmatique, et c'est lui qui, à Denain, sauve quand même le royaume. Vous avez décidé dans votre ouvrage de consacrer une partie de vos chapitres au quotidien en fait des soldats et également des populations. Alors on a tendance à l'oublier, mais en 1709, il y a un grand hiver qui fait beaucoup de mal en France. Alors comment ces populations vont affronter à la fois le grand hiver de 1709 et la guerre? Est-ce que finalement les Français ne finissent pas par se défier un peu de Louis XIV, qui a l'air de les affamer, de les appauvrir et de leur prendre leurs meilleurs, les meilleurs membres de la famille pour aller guerroyer finalement? Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est à la fois une excellente question et qu'on manque furieusement d'éléments de réponse. On sait ce qui se passe à Paris. Ça c'est sûr parce que la population parisienne s'exprime et que quand ça se passe à Paris, tous les mémorialistes de la cour vont en parler. Ce qui se passe ailleurs, c'est l'opinion quelque part même si évidemment le terme est très anachronique de la majorité silencieuse, est beaucoup plus difficile à saisir. Alors effectivement, la situation des Français pendant la guerre de succession en Espagne est terrible. En réalité, c'est pas vraiment le conflit qui déclenche ça, c'est la situation catastrophique est d'abord liée au grand hiver du 1709, où en une nuit, le royaume perd 20 degrés, et en fait, pendant ce grand hiver, il y a une série de gels et de dégels qui, littéralement, détruisent la totalité des récoltes du royaume. Alors après, on sèmera on sèmera de l'orge un peu plus tard au printemps, ce qui évitera à la population totale de mourir de faim, mais on perd tous les blés, on perd toute la production des arbres fruitiers et les animaux meurent de froid. Donc par rapport à ce qu'est le poids de la guerre dans le royaume, la catastrophe du grand hiver est beaucoup plus importante. Même si évidemment la situation de conflit est problématique, évidemment parce que ça entraîne l'augmentation des impôts, mais elle est surtout problématique parce que ça empêche le royaume aussi, comme les relations commerciales sont interrompues, de recevoir de l'aide de pays qui sont moins touchés, parce qu'évidemment toute l'Europe est touchée par le grand hiver, mais la France est davantage touchée que les autres. Donc évidemment, cette situation de conflit entraîne une certaine lassitude. Alors dans les rues de Paris, alors en 1709, il y a des émeutes frumentaires, alors pas seulement à Paris, mais dans un certain nombre de villes de province. On fait des libelles satiriques contre le roi. Mais il n'y a pas de mouvement général de révolte. Il y a un mouvement dans le Quercy qui s'appelle les Taravisés, mais qui est relativement vite dispersé. Alors, pour d'autres raisons, il y a un mouvement de révolte extrêmement important, mais qui est d'origine religieuse, les Camisards dans les Cévennes. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors que les Alliés sont convaincus, en fait, les Alliés, justement, ont été un peu éblouis eux-mêmes par cette image grandeuse du roi tout-puissant et écrasant ses sujets, et donc ils sont convaincus que dès qu'ils vont envahir le royaume va se soulever en leur faveur pour se débarrasser de leur roi, et ils font un certain nombre de tentatives comme ça, de débarquement ou d'opérations, notamment dans le sud de la France, et jamais il n'y a de mouvement populaire qui soutient ces débarquements. Donc on a aussi un peu l'opinion de la population par les journaux des curés de campagne. On en a un d'ailleurs dans le nord de la France qui raconte tout ce que subissent les populations en termes d'occupation. Évidemment, elles sont quand une région est occupée, ses ressources sont à la fois prélevées par la puissance occupante et par l'occupant légitime. Donc évidemment, eux, leur situation est catastrophique. Mais on ressent plus une lassitude de la guerre, une critique des mauvais généraux que véritablement une critique du système monarchique. Et vous expliquez justement qu'en fait, c'est en partie grâce à la politique intérieure du royaume, donc en fait mise en place par Louis XIV, que la France n'a pas totalement sombré dans le chaos suite à cette guerre. C'est vrai que ce que démontre la guerre de succession d'Espagne, c'est vraiment la résilience du royaume. Et notamment sur ces provinces frontières qui sont justement
les plus récentes. L'île et une bonne partie du nord de la France est une conquête du règne de Louis XIV, de même que Strasbourg. Il n'y a pas, donc comme je le dis, de mouvement de révolte. Le pays tient. Et ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit même que ces provinces frontières deviennent françaises, où on constate qu'elles sont devenues françaises finalement lors de l'invasion. Alors c'est un phénomène assez classique que c'est évidemment quand on a un ennemi on crée une communauté souvent par réaction à une agression extérieure. Mais on voit très bien que quand les Français annexent l'île en 1668, la population, on a le journal d'un ouvrier lillois, voilà, on a un journal d'un ouvrier lillois pour vous dire sur quoi on s'appuie. La population ne semble pas du tout favorable. Ils se sentaient espagnols, ils n'ont pas du tout envie d'être annexés par les Français. En revanche, quand l'ennemi arrive 50 ans plus tard, ennemi qui en plus 40 ans plus tard, pardon, ennemi qui en plus est protestant, alors qu'évidemment l'île et ses environs sont des territoires très catholiques. Là, on s'aperçoit qu'on se sent français. Et il y a au moment de la paix des feux de joie dans ces provinces du Nord, parce que ils redeviennent, ils restent français, ce qui n'était pas du tout garanti parce que en 1709-1710, Louis XIV est prêt à abandonner l'île, il est prêt à abandonner Strasbourg. Donc c'est sûr que s'il n'y avait pas eu l'obstination des Alliés et la victoire de Villars à Denain, l'île et Strasbourg ne seraient peut-être pas français aujourd'hui. Louis XIV est dans un vrai cauchemar. Il voit les troupes, alors qu'il a l'impression d'être à la fin de sa vie, qu'il va pouvoir enfin couler des jours un peu plus apaisés. Il voit les troupes ennemies quasiment aux portes de Paris. Alors comment cette guerre se conclut-elle et est-ce que Louis XIV en sort avec l'image plus rayonnante? Alors, je réponds d'abord à la deuxième question. Plus rayonnante, pas forcément. En fait, il sort quand même diminué par ce conflit en termes de puissance. Après, en fait, pour Louis XIV, ce conflit, c'est à la fois une tragédie collective et une tragédie personnelle, parce que il est prêt à abandonner toutes les conquêtes de son règne, mais en plus, il voit mourir en l'espace de moins d'un an son fils, son petit-fils, et son arrière-petit-fils. Et c'est pour ça d'ailleurs que lui succédera Louis XV, qui est son arrière-petit-fils. Donc il y a un certain nombre de tragédies personnelles qui l'affectent énormément. Et donc c'est vrai que son image évolue complètement. De l'image du roi guerrier, très conquérant, les organes de célébration royale, alors qu'ils sont un peu perdus pendant le conflit, parce qu'ils ont été fabriqués justement pour célébrer un roi guerrier et le roi père, donc ils savent plus très bien quoi faire. Et à la fin du conflit, ils insistent justement sur la dimension de capacité très chrétienne justement d'acceptation de la souffrance du roi. Voilà, on a un roi qui a une posture beaucoup plus de ce point de vue-là, de souffrance religieuse que de gloire militaire. Après, comment se conclut le conflit? C'est un peu lié en fait. C'est-à-dire que à force d'être, en fait, dans les années 1709-1710, Louis XIV est prêt à tout abandonner. Évidemment, il est prêt à abandonner, à laisser la couronne d'Espagne aux Habsbourg. Il est prêt à donner un certain nombre des conquêtes de son règne, parce que il veut la paix à tout prix, parce qu'il sait que son royaume ne tiendra pas. Et les Alliés, comme ils voient que Louis XIV est prêt à céder, ils ont exigence sur exigence. C'est lié aussi à une grande méfiance qu'ils ont vis-à-vis de Louis XIV. Et ils veulent même le contraindre. Ils sont convaincus que Louis XIV joue double jeu et ne va jamais accepter que son petit-fils abandonne le trône d'Espagne. Et donc ils veulent le contraindre à retourner les armées françaises contre
le roi d'Espagne parce qu'ils n'ont pas envie parce que Philippe V est bien implanté en Espagne, les Alliés n'ont pas envie de payer pour le détrôner, donc ils disent à Louis XIV, vous allez devoir vous-même, avec vos propres troupes, nous débarrasser du roi d'Espagne. Et là, Louis XIV dit, vous comprenez, il écrit une lettre à ses peuples, ce qui prouve qu'il est sensible quand même à l'importance du soutien de la population pour tenir le conflit, en expliquant que il est prêt à accepter toutes les humiliations, mais cette clause-là, attaquer son propre petit-fils, ça lui est impossible. Et c'est pour ça que la guerre se continue en 1709-1710. Et là, en fait, les Alliés ont manqué leur chance. Parce que ce qui se passe ensuite, c'est que les Anglais trouvent après tout que faire la guerre pour que Habsbourg devienne roi d'Espagne, eux, ils ont gagné tout ce qu'ils voulaient. Ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. Et donc, faire la guerre pour les Habsbourg, ça ne les intéresse pas du tout. Et donc, de façon complètement unilatérale, ce qui donnera d'ailleurs l'image de la perfide Albion, ils vont se dégager du conflit et commencer à négocier directement avec les Français pour avoir pour eux tous les avantages dont ils ont besoin. Et ensuite, les Français savent très bien que si les Anglais arrêtent de financer la guerre et de financer les troupes impériales, la guerre s'arrêtera d'elle-même. Et donc, comme les Anglais se retirent du conflit, le conflit s'arrête. Il faut quand même une victoire militaire pour sauver la situation, mais elle est favorisée par le retrait des troupes anglaises. Et on aboutit à une paix où Louis XIV, grâce au soutien des Anglais, arrive à sauver la couronne d'Espagne pour son petit-fils, même si l'empire espagnol lui-même est complètement dépecé, parce que toutes les possessions espagnoles en Italie partent au Habsbourg, mais la France conserve ses frontières et Philippe V conserve sa couronne. Donc il n'a pas tout perdu grâce à ça. En quelques mots, en 2 mots, pourquoi est-ce que la guerre de succession d'Espagne marque la fin du grand siècle ? Parce que, d'abord, le grand siècle, et en général l'ordre des choses en Europe pendant l'époque moderne, c'est des siècles de prépondérance. D'abord, vous avez la prépondérance espagnole. Tout le monde, un certain nombre d'États font des coalitions contre la puissance démesurée de l'Espagne alliée à l'Empire, parce que c'est la même famille des Habsbourg. Ensuite, on a la prépondérance française. Alors certes, un seul pays, la France, mais le plus puissant. Et le grand siècle, c'est aussi cette image de célébration d'un roi toujours victorieux. Ça, c'est balayé, évidemment, par les défaites de la guerre de succession d'Espagne. Là où ça marque aussi la fin du grand siècle, c'est que avec le traité d'Utrecht, en fait, ça consacre vraiment la notion d'équilibre européen. C'est-à-dire que même si l'Angleterre est le grand vainqueur du conflit, l'Angleterre n'est pas un pays très peuplé, c'est devenu le Royaume-Uni, c'est une île, et donc, évidemment, elle ne peut pas avoir une prépondérance continentale. Donc en fait, on se retrouve dans une logique d'équilibre entre des coalitions d'États européens qui vont régulièrement se réunir lors de congrès diplomatiques. Et donc ça, cette notion est complètement nouvelle, et c'est encore une notion. D'ailleurs, les grands États qui se réunissent au traité d'Utrecht vont être les grands États qui vont s'affronter jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc vraiment, cette espèce de système européen qui est mis en place à cette période dure jusqu'au traité de Versailles de 1919. Pardon. Merci beaucoup Clément Henry de nous avoir parlé de cette guerre qui, comme vous venez de conclure, porte en fait ses fruits encore jusqu'à aujourd'hui, et puis toute cette question de l'héritier de la couronne d'Espagne a quand même ressurgi plus tard en France, avec toute cette question de l'héritage dynastique, que devient le roi de France après la Révolution. Un moment important donc de cette histoire du grand siècle que je vous incite à venir découvrir ou redécouvrir, chers auditeurs, avec l'ouvrage de Clément Henry, La guerre de succession d'Espagne, la fin tragique du grand siècle, un livre qui est paru tout récemment en mars 2020 aux éditions Talendier. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.